Quand on regarde le monde à la fin du XIXe siècle, une chose saute aux yeux. L'Afrique est presque entièrement recouverte de couleurs européennes. Les frontières sont droites. Les noms sont étrangers. Les décisions se prennent à Paris, Londres, Bruxelles ou Berlin. À cette époque, le continent africain n'est plus vu comme un ensemble de peuples, de royaumes ou de civilisations. Il est devenu une carte à découper, un espace à exploiter. La conférence de Berlin, en 1884, officialise ce partage. 100 Africains autour de la table. Sans débat réel sur les peuples concernés. Tout semble réglé. Et pourtant, au milieu de cette carte soigneusement coloriée, il reste une anomalie. Un territoire vaste, ancien, entouré de colonies européennes. Ce territoire, c'est Éthiopie. Ce détail intrigue les historiens. Mais surtout, il dérange les puissances coloniales. Car l'Éthiopie n'est pas une création récente. Ce n'est pas un État né d'un traité ou d'un découpage arbitraire. C'est l'un des plus vieux ensembles politiques continus du monde. Pendant que l'Europe sort à peine du Moyen Âge, la région connaît déjà des formes d'État structurés. Le royaume d'Aksum, dès l'Antiquité, frappe sa monnaie, commerce avec Rome et adopte le christianisme bien avant la majorité de l'Europe. Cette ancienneté change tout. Elle forge une identité, une continuité, un sentiment profond de légitimité. Quand les Européens arrivent, ils ne rencontrent pas un vide politique. Ils rencontrent un empire. Mais cette ancienneté ne suffit pas à expliquer la survie. D'autres royaumes africains étaient anciens eux aussi. Et pourtant, ils sont tombés. Il faut donc regarder ailleurs. D'abord, la géographie. L'Éthiopie est un pays de haut plateau. Montagneux. Difficile d'accès. Sans port maritime direct. Pour les Européens, cela pose un problème. Pas de port, pas de commerce facile. Pas de route rapide pour déplacer des troupes lourdes. Pendant longtemps, cela freine les ambitions coloniales. Mais ce répit est temporaire. À la fin du XIXe siècle, un nouvel acteur entre en jeu. Un pays récemment unifié, encore fragile, mais animé par une obsession. Devenir une grande puissance. L'Italie arrive tard dans la course coloniale. Les meilleures terres sont déjà prises. Alors elle regarde vers l'Afrique de l'Est. Elle s'installe sur la côte de la mer Rouge, dans ce qui devient l'Érythrée. Un territoire stratégique. Et surtout, un territoire historiquement lié à l'Éthiopie. Les tensions sont inévitables. En 1887, à Dogali, un détachement italien est anéanti par des forces éthiopiennes. Pour l'Italie, c'est un choc. Pour l'Éthiopie, un avertissement. Mais l'Italie revient. Mieux armée. Mieux organisée. L'empereur éthiopien de l'époque choisit alors un compromis. Il renonce à l'Érythrée pour préserver le cœur de l'Empire. Les Italiens croient avoir gagné. En réalité, ils viennent de sous-estimer l'homme qui monte. Menelik n'est pas un chef de guerre impulsif. C'est un observateur. Un calculateur. Il comprend que le monde change. Que les empires traditionnels ne peuvent plus survivre sans se moderniser. Et surtout, que les Européens respectent une seule chose. La force organisée. Alors il agit. Il fonde Addis Abeba comme capitale stable. Il centralise le pouvoir. Il envoie des émissaires en Europe. Il achète des fusils modernes, des canons, des munitions. Il forme une armée disciplinée, massive, coordonnée. Mais il fait aussi autre chose, de plus subtil. Il joue le jeu diplomatique. En 1889, un traité est signé avec l'Italie. Un traité présenté comme équilibré. Amitié. Coopération. Sauf que le texte n'est pas le même dans les deux langues. Dans la version amharique, l'Éthiopie peut recourir à l'Italie pour sa diplomatie. Dans la version italienne, elle y est obligée. Un mot change tout. Quand Menelik comprend la supercherie, il ne négocie pas. Il ne temporise pas. Il rompt. En 1893, il dénonce le traité et proclame l'indépendance totale de l'Éthiopie. Pour l'Italie, c'est une humiliation publique. Et une perte de prestige. La réponse est militaire. En 1895, les troupes italiennes avancent depuis l'Érythrée.
Elles occupent le Tigré. Elles pensent affronter une armée désorganisée. Elles se trompent. Menelik mobilise des dizaines de milliers d'hommes. Des paysans. Des nobles. Des chefs régionaux. Une armée immense, mais surtout motivée. Elle ne défend pas une colonie. Elle défend une terre. Le 5 mars 1896, près d'Adoua, la bataille éclate. Les Italiens sont divisés. Le terrain leur est hostile. Les cartes sont imprécises. En quelques heures, l'offensive se transforme en chaos. Des milliers de morts. Des prisonniers. Du matériel capturé. C'est une défaite totale. Pour la première fois à cette échelle, une armée africaine écrase une puissance européenne moderne. Le monde observe. Et le message est clair. L'Europe n'est pas invincible. Menelik aurait pu poursuivre. Envahir l'Érythrée. Humilier l'Italie davantage. Il ne le fait pas. Il comprend que le vrai combat n'est plus militaire. Il est politique. Il négocie. En 1896, l'Italie reconnaît officiellement et sans ambiguïté l'indépendance de l'Éthiopie. L'Empire entre dans une nouvelle phase. Il est respecté, reconnu, intégré au système international. En 1923, l'Éthiopie rejoint la Société des Nations. Un symbole fort pour tout le continent africain. Mais l'histoire a de la mémoire. En Italie, la défaite d'Adoua reste une blessure ouverte. Quand Benito Mussolini arrive au pouvoir, il promet de laver l'affront. En 1935, l'Italie fasciste envahit l'Éthiopie. Cette fois, avec des avions, des chars et des gaz chimiques. L'équilibre est rompu. En 1936, l'Empire tombe. Haïlé Sélassié s'exile et alerte le monde. Mais personne n'intervient. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que l'Italie soit chassée. En 1941, l'Éthiopie est libérée. Son indépendance restaurée. L'Empire survivra encore quelques décennies, avant de s'effondrer en 1974, sous le poids des tensions internes et du monde moderne. Mais une chose reste. L'Éthiopie n'a pas seulement résisté. Elle a prouvé qu'un État africain pouvait comprendre son époque, s'adapter, et refuser la domination. Pas par miracle. Pas par hasard. Par stratégie. Par lucidité. Et par courage politique. Si cette histoire t'a appris quelque chose, si elle t'a fait voir l'Afrique autrement, alors abonne-toi à la chaîne. D'autres récits arrivent. Des histoires qu'on ne raconte pas assez, et qui méritent d'être entendues.